De nouvelles figures s'ajoutent à la liste des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Évariste Méambli et Jean-Luc Billon font la une de ce numéro de l'Intelligent Club. Congrès du RHDP, Évariste Méambli candidat à l'élection présidentielle 2025 au PDCI RDA, un face-à-face Billon-Cham aura-t-il enfin lieu? Merci à vous de nous rejoindre, on se retrouve dans quelques instants. Évariste Méambli, ex-vice-président de la JPDCI, ancien cadre du PDCI RDA et aujourd'hui membre influent du RHDP au pouvoir, qui ose s'affirmer à la course à la présidentielle au sein du RHDP malgré l'unanimité qui prévaut autour de la candidature d'Alassane Ouattara, le président sortant. Quels sont les enjeux de cette candidature pour le moins surprenante? Soro Djabiga, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Et vous nous retrouvez après quelques jours d'absence. On ne vous a pas vu le vendredi. Oui, c'était dû à des obligations que vous connaissez. On espère que vous avez passé un bon week-end et un bon voyage surtout. Oui, par la grâce de Dieu, tout s'est vraiment très bien passé. Très bien. Alors, selon vous, quels sont les enjeux de cette candidature d'Évariste Méambli qui paraît pour le moins surprenante? Vous savez, cher Adi, l'annonce de la candidature d'Évariste Méambli dans le contexte de l'élection du RHDP soulève plusieurs interrogations sur la sincérité et également sur la posture, sur la posture stratégique d'une telle annonce. Mais Évariste Méambli est réputé pour sa mobilité politique et aussi pour ses alliances fluctuantes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Jean-Richard, lorsqu'il parle de sa mobilité politique, on connaît un peu son parcours. Hein. Laurent Gbagbo l'a dit, quand un homme politique marche, il laisse des traces. Voilà. Donc, en se prononçant sur cette candidature, il ne se présente pas seulement comme un outsider, faut le dire, c'est un outsider. Au sein du RHDP, nous savons que toute la classe politique appelle à la candidature du président Alassane Ouattara. Évariste Méambli peut peser sur trois enjeux. D'abord, il peut essayer, cela peut être interprété par l'opinion, notamment des observateurs, comme une action qui vise à se positionner et à peser dans la balance au plan interne pour pouvoir négocier des postes après l'élection, en se présentant comme un candidat contre un adversaire aussi sérieux que le président Alassane Ouattara. Et Évariste Méambli prend un positionnement. Si éventuellement Alassane Ouattara se déclarait candidat, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Bon, vous savez, nous sommes coutumiers de ce genre de situation. Depuis un bon moment déjà, tous les cadres du parti, toutes les régions ont commencé à organiser des meetings éclatés pour appeler à la candidature du président Alassane Ouattara. Nous avons vu cette situation. En attendant qu'il se décide. Voilà. Donc aujourd'hui, Évariste Méambli a une posture stratégique qui pourrait peser en sa faveur. Voilà. Je le disais également, c'est une manière pour lui de rebondir. Et parce qu'il a un discours populiste et un discours assez régionaliste qui lui a valu sa réputation il y a quelques années en arrière. Donc en se basant sur cette candidature, ce sera également une manière pour lui de rebondir sur la scène politique parce qu'il a été un peu oublié depuis quand même un bon moment. Mais il faut noter que cette candidature n'est pas une menace au sein du RHDP. Voilà, parce que nous savons tous que le RHDP est un grand parti et c'est un parti aussi qui sait faire des consensus quand il s'agit de désigner la candidature à l'élection présidentielle. Nous avons vu en 2020 comment tout s'est passé. Le président Alassane Ouattara s'était retiré. Le parti avait désigné l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et après son décès, le président Alassane Ouattara est revenu sur la scène politique. Ça n'a choqué personne au sein du parti. C'est dit que tout le monde souhaite sa candidature. C'est pareil au sein du PDCI qui ne fait que revendiquer la candidature de Tidjane Thiam. Alors, Jean-Richard Nguesson, je cite quelques propos du candidat déclaré Évariste Méambli, candidat déclaré au nom du RHDP, qui disait ceci dans son allocution ou dans sa déclaration de candidature: nous portons la voix de toute une génération de jeunes bien formés mais oubliés, dévoués mais marginalisés, et qui depuis 2018 attendent leur première chance, leur premier emploi, leur première responsabilité. Nous disons aujourd'hui, cette jeunesse mérite d'être entendue, représentée et servie.
Évariste Méambli qui se considère en quelque sorte comme l'incarnation de la volonté de la jeunesse militante du RHDP de prendre elle aussi un jour des responsabilités plus importantes au sein de l'appareil politique de ce parti? Vous savez, le RHDP est considéré par de nombreux observateurs ou par de nombreuses personnes comme étant un parti où il y a un certain respect de l'hiérarchie et où la parole ne se donne pas comme ça, ou encore on ne conteste pas l'autorité du chef. Un parti en quelque sorte perçu comme gérontocratique. Effectivement. Et aujourd'hui, entendre Évariste Méambli, on est tout de même surpris. Je n'ai pas revenu sur le parcours de l'homme. Soro a essayé de révéler son parcours. Mais n'empêche que c'est un homme qui reste tout de même engagé. Vous savez, il est le fondateur d'un parti politique depuis quelques années. En 2018, il a décidé de marcher avec le RHDP. Et depuis là, il témoigne d'une certaine fidélité au RHDP. Et puis, c'est quelqu'un, quoi qu'on dise, qui a un ancrage politique. On sait qu'il a été député, il a été président du conseil régional dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a un ancrage politique, il connaît sa région. Il a une certaine maîtrise de la sociologie de sa région. Donc, je pense que c'est une personnalité sur laquelle le RHDP peut toutefois compter. Et vous avez évoqué certains points qu'il a révélé notamment dans son discours. Il a parlé notamment de l'employabilité des jeunes qui reste un problème majeur au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de l'industrialisation même de la Côte d'Ivoire. Et puis, il a évoqué notamment les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées. C'est pourquoi il tient à mettre un point d'honneur sur la cohésion sociale. Je pense qu'il a un bon profil. Il se présente comme étant jeune, mais au sein du RHDP, que pèse-t-il réellement? Pour nous qui observons la scène politique en Côte d'Ivoire, on sait qui pèse quoi dans cette nation, surtout qui pèse quoi au niveau du RHDP. Est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il a les capacités véritablement d'être... qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas dire d'être... Est-ce qu'il peut faire tourner la page Alassane Ouattara pour ces nombreux militants du parti, d'autant plus qu'il faut le souligner, il n'est pas, disons, il n'a pas un passé de militant au sein du RDR, qui est quand même la formation charnière au sein du RHDP, formation dont est issu l'actuel président Alassane Ouattara. Il est un transfuge du PDC RDA, avec qui il s'est réconcilié en 2011 à la suite de l'accession au pouvoir de la coalition du RHDP, dont faisait partie l'ancien parti unique, donc le PDCI. Il n'a pas peut-être la posture du vieux redard, du vieux militant en qui on peut faire confiance. Ah oui, surtout. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on entend les militants du RHDP, lorsqu'on entend certains cas du RHDP, le choix du candidat pour les prochaines élections d'octobre 2025 est incontestablement le président Alassane Ouattara. Moi, je me dis, est-ce que c'est, comme Soro l'a dit, est-ce une manière de lui de se repositionner au cœur du parti? Est-ce une manière aussi pour lui de marquer sa présence et puis jouer sur son ancrage politique? Je pense que c'est de bonne guerre. Mais est-ce qu'il peut véritablement déstabiliser Alassane Ouattara dans ce congrès-là? Je ne crois pas. Alors, il y a quand même un élément qu'il fait ressortir dans son discours qui peut-être ne correspond pas tout à fait à la ligne que tracent les caciques du parti. Qu'est-ce qu'il dit s'agissant de la question des personnalités de l'opposition qui sont aujourd'hui écartées pour des raisons judiciaires? Il estime qu'il faut une loi d'amnistie et d'indemnisation des victimes après notre élection. C'est-à-dire que dans sa vision des choses, il a une démarche plutôt conciliatrice, de sorte à vouloir rapprocher les différentes positions. Est-ce que cela n'est pas une forme de rupture avec la ligne dure qui semble soutenir la vision, les actions du président Ouattara? Merci pour ce thème que je vais emprunter avec vous, une rupture. Lorsque j'ai lu son intervention, lorsque j'ai lu les passages où il parlait de la jeunesse qui est marginalisée, où il parlait de l'amnistie pour les leaders de l'opposition, je me suis dit, mais c'est un autogol que Évariste Méambli est en train de faire. On ne peut pas être cadre du RHDP, membre du RHDP et tenir ce genre de propos-là. C'est une rupture, c'est une offense. Et nous attendons la réaction du RHDP parce que peut-être, vous savez, je l'ai souligné tout à l'heure, il est réputé pour sa mobilité politique. Peut-être qu'il prévoit sortir du parti et aller créer encore un autre courant politique. Est-ce que dans le fond, il n'incarne pas
si vous voulez, les aspirations de certains militants. Des militants qui ne sont pas entendus et qui ne voient pas forcément les choses en termes de confrontation avec l'opposition. Même des militants qui peut-être souhaitent que le président Ouattara cède la place. Peut-être qu'ils estiment qu'il a peut-être trop fait. Et Évariste Miambli prend la responsabilité sur lui de dire, ben moi, je vais y aller, je vais aller me présenter. Peut-être, rappelons quand même que le RHDP, c'est quand même un conglomérat de partis politiques, dont le RDR, mais en dehors du RDR, ces autres formations qui se sont greffées au parti unifié. Est-ce que les militants de ces partis-là ne souhaitent pas quelque part voir une sorte d'alternance au sein même de l'appareil politique du parti au pouvoir? Vous savez, peut-être que Évariste Miambli veut incarner la position de celui qui porte la voix des opprimés, la voix des minorités au sein du parti, comme vous l'avez dit. Pas des opprimés, c'est peut-être trop fort, voilà. Mais... comme vous l'avez dit tout à l'heure, des minorités. Vous parlez d'un RHDP qui est constitué de plusieurs partis. Moi, j'aimerais dire un RHDP qui est constitué du RDR à 99,5%. Bon, il y a quand même d'autres formations qui sont greffées dans le cadre. Il y a l'UDPCI, par exemple. Non, mais l'UDPCI a été fusionné. Il y a certains cadres non, il y a quand même l'UDPCI, il y a certains cadres du PDCI. Je suis d'accord. On ne parle plus des cadres du PDCI au sein du RHDP. Du moment où ils quittent le PDCI, ils sont plus membres du PDCI. Voilà, ils ont la casquette du RHDP. Donc, je voulais dire, en incarnant cette posture-là, je pense que malheureusement pour lui, Évariste Miambli s'est retrouvé dans le mauvais parti. Le RHDP est ce parti qui ne conçoit pas la contradiction. Le RHDP, mais non, le RHDP a une ligne... Vous n'êtes pas trop sévère quand même? Non, je ne suis pas sévère. Nous avons vu Guillaume Soro, lorsqu'il refusait de participer au congrès. On lui a dit, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Le RHDP, il faut remarquer, il y a rarement de contradictions au sein de ce parti. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est constitué de militants essentiellement disciplinés, qui suivent la ligne du parti sans dire mot, ou peut-être que c'est un parti qui... Mais parce qu'il croit peut-être en leur chef, c'est peut-être... Voilà pourquoi j'ai envie de dire que cette candidature peut être aussi une action qui est commandée, qui est suscitée de façon indirecte au plan interne pour donner une illusion de pluralité politique, pour donner une illusion de démocratie politique au sein du parti politique. Mais je pense que si c'est ce rôle-là que Évariste Miambli veut jouer, je pense que ça ne pourra pas marcher au sein du parti. Tu ne peux pas rester au sein du RHDP et le critiquer. Je vous mets au défi de me donner des exemples. Si c'est le cas, c'est qu'ils ont été recadrés. Le RHDP, c'est un parti qui est vraiment rigoureux sur sa ligne. Moi, je ne partage pas forcément ce point de vue. Lorsqu'on écoute Évariste Miambli, moi, je vais lire une petite séquence. Il dit s'adresser au président Alassane Ouattara: cher père, je viens vous parler dans un contexte où la tension s'accroît dans notre pays, marqué par la radiation ou la non-inscription sur les listes électorales de certains acteurs majeurs de la vie politique nationale, tels que Tidjane Thiam, l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-premier ministre Guillaume Soro et bien d'autres Ivoiriens concernés par des condamnations ou des exclusions. Ce qu'il dit est assez fort. Ce qu'il dit est réel aussi. Ce qu'il dit est assez fort. Donc, ce n'est pas forcément une illusion de démocratie. C'est quelqu'un qui s'affirme et qui s'affiche et qui exprime son ressenti. Donc, pour moi, c'est la volonté d'une personnalité qui a envie de donner son point de vue au sein d'un parti. C'est la volonté de quelqu'un qui a envie d'être peut-être une voix discordante, mais n'empêche qu'il est au sein du parti, il donne son point de vue et à ce niveau-là, on peut parler quand même de démocratie. Et justement, certes, il a l'ambition d'incarner une alternative, mais dans le même temps, Jean-Richard, il faut remarquer que sa déclaration de candidature sonne pour certains comme une sorte d'aventurisme. D'aventurisme parce qu'on voit très mal Évariste Miambli faire le poids face à Alassane Ouattara qui accepterait d'aller aux élections, mais au cas où, éventuellement, jusqu'à présent, le chef de l'État sortant n'a pas encore confirmé sa décision de se porter candidat pour la 4e fois à la magistrature suprême de notre pays. À partir de là, si Alassane Ouattara décidait de se retirer et de faire la place à la jeunesse, est-ce que ce qui est aujourd'hui perçu comme une sorte d'aventurisme politique ne deviendrait pas alors subitement une carte importante à laquelle il faudrait accorder de l'attention? Moi, je ne pense forcément pas, parce qu'on a évoqué le parcours de l'homme.
il est transfuge du PDC RDA. On sait qu'il a flirté avec le président Laurent Gbagbo avant de revenir au sein du PDCI et de décider de rester avec le RHDP depuis 2018. C'est vrai que depuis 2018, il affiche une certaine fidélité vis-à-vis de ce parti, mais ce n'est pas un militant, je dirais, de longue date. Il n'a pas une histoire politique avec le RDR d'abord, avec le RHDP. Il n'a pas été de ces personnes qui ont été dans le combat de façon continue. Bon, après, ça compte beaucoup après, le RHDP n'existe officiellement en tant que parti unifié que depuis 2019. Oui, mais il est géré quand même par un noyau qui milite depuis les années 80. Voilà. Je fais juste remarquer le début des années que 2005, quand on parle de loyauté, parce qu'on ne peut pas théoriquement, objectivement, parler de loyauté au RHDP quand on sait que le parti, il est militant des premières heures du RHDP en tant que parti unifié. Parce qu'étant militant du PDCI antérieurement, il était toujours au sein du RHDP en tant que coalition politique. Mais au-delà de cet aspect, il y a l'histoire que vous avez avec un parti politique. On sait que le RHDP ne commence pas en 2018. C'est toute une histoire et avoir le RHDP... Vous parlez du RDR en réalité. Le RHDP coalition. Mais au-delà de cet aspect, la volonté d'aller en RHDP date au milieu des années 2000, lorsqu'il y a cette volonté du président... En tant que coalition. En tant que coalition. Et à cette époque-là, Évariste Méambli est militant du PDC-RDA. Mais on connaissait ses affinités avec le parti au pouvoir à l'époque. Non, mais c'est plus tard qu'il a monté la CONASFOR. Mais je veux dire que toujours est-il que certes, il y a eu un moment quand même de distanciation avec les intérêts du RHDP. Mais après, quand il revient, en 2011, il retrouve le PDCI. Donc, systématiquement le RHDP. Ça fait trop de mouvements quand même pour un leader politique. Et puis au-delà de cet aspect, il est très peu connu pour ma part des populations. Oui, mais au plan local, il est quand même connu. Hein. Oui, au plan local, dans le Guémo, à Fakobli notamment, il est très connu. Il y a amené plusieurs actions. Mais au niveau national, je pense que il a beaucoup à faire. Il a du chemin à parcourir. Soro Djabiga, est-ce que Évariste Méambli, dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, peut être une alternative à Alassane Ouattara dans un contexte éventuel de changement de paradigme politique en vue de l'élection d'octobre 2025? Non, il ne peut pas peser dans la balance, il n'est pas une menace au plan interne. Et je l'ai dit de deux choses l'une. Soit c'est une candidature qui est suscitée, qui est encouragée au plan interne pour donner une illusion de pluralité au sein du parti, ou soit c'est une volonté personnelle de sa part de se repositionner à travers cette candidature et peser au plan interne pour pouvoir négocier des postes, négocier des alliances et autres. Allons-y droit au but, Soro Djabiga. Je veux dire que là, aujourd'hui, Ouattara nous surprend tous, malgré tous les appels lancé par les cadres de son parti et les militants pour dire « je ne me présente pas », comme il a fait en 2020 avant de revenir sur cet engagement-là. Alors il dit « je ne me présente pas » et Évariste Méambli, qui est le premier, avant tous les autres, à se déclarer candidat. On suppose qu'il pourrait insister dans cette voie. Qui, parmi les figures importantes du parti au pouvoir, peut véritablement mettre Évariste Méambli en minorité? Non, mais il y a le vice-président. Parmi les successeurs putatifs. Oui, il y a le vice-président qui est une alternative très sérieuse, le vice-président Timoko Kone-Mele. Est-ce qu'il est populaire? Ah, ben, la popularité. Après, il y a l'appareil. Il y a le système. Il y a le système qui forge. Nous avons tous vu lorsque la candidature d'Amadou Gon a été annoncée dans les débuts. Et puis après, il faut être adoubé par le président qui reste une figure de... À l'époque, Amadou Gon était directement cautionné par le président. Là, nous sommes dans un contexte de démocratie interne. Évariste Méambli, qui se déclare candidat, pas avec l'onction d'Alassane Ouattara, pour le moment. Un autre qui se déclarerait candidat, mais le président ne peut pas, dans un cadre de démocratie interne, si on veut respecter les normes démocratiques, adouber un autre candidat. Il vient d'où? Évariste Méambli, ça fait plusieurs années que son nom n'a pas été prononcé dans les médias, dans les comités de base, au sein du RHDP. À Korogo, est-ce qu'on le connaît? À Odiene, est-ce qu'on le connaît? À Makori, est-ce qu'on le connaît? Le président Alassane Ouattara a parlé d'une demi-douzaine. Moi, j'ai parlé même de la douzaine. Il ne fait même pas partie de la douzaine qui pourrait succéder au président Alassane Ouattara. J'étais en train de citer le vice-président. Il n'est pas dans le logiciel. Le vice-président Timoko Mele. Il y a le ministre de la Défense qui se prononce et qui est beaucoup régulier sur les scènes, sur les médias. Il y a
a aussi le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Fidel Sarasoro. Il y a Mariatou Kone, il y a Patrick Hachi également. Il y a Patrick Hachi, il y a le ministre Cissé Bakongo qui fait un bon travail, même s'il est beaucoup controversé. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui. Avec la saison de pluie qui a débuté, on a vu quand même que les dégâts ont été amoindris. Donc je pense que Évariste Méambli n'apparaît pas dans la liste de la douzaine, même pas de la demi-douzaine. Très bien, Jean-Richard, en 30 secondes, conclue sur la question. Je pense qu'au regard de ce qui nous a été donné de voir, avec les différents pré-congrès éclatés, la volonté des militants, c'est de voir le président Alassane Ouattara encore candidat aux prochaines élections de 2025. Donc, je pense que pour ma part, Évariste Méambli apparaît comme un feu de paille. Présidentielle 2025 au PDC et RDA, un face-à-face de Jean-Luc Billon, Tidjane Thiam aura-t-il enfin lieu? Dans la matinée de ce lundi 25 mai, Jean-Luc Billon, membre du bureau politique du PDC RDA, a tenu une conférence de presse importante dans laquelle il a fait une annonce à laquelle tout le monde s'attendait, qui n'a surpris personne. Il s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais également il a dit souhaiter l'organisation d'une nouvelle convention interne au PDCI pour que, dit-il, le parti fasse librement son choix, le choix de son président, fait de son candidat pour le représenter au futur joute électoral, Jean-Luc Billon, se considérant de façon évidente comme étant éligible, donc dans une meilleure posture par rapport à celui qui semble figurer comme le choix privilégié des militants de l'ancien parti au pouvoir. On va écouter un extrait de sa déclaration. Je demeure militant du PDCI RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le PDCI RDA. Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents. Je ne me tairai pas devant la souffrance du peuple côte-d'Ivoire. J'irai au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus solidaire. Dès à présent, nous entamons de grandes tournées à travers le pays. Nous irons auprès des Ivoiriens pour les écouter, leur parler, partager notre vision et construire ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle. Soro qui se montre offensif enfin, on ne l'avait pas vraiment cerné ces derniers mois, il a beaucoup critiqué, il ne sent pour autant manifester une volonté évidente d'aller à la confrontation électorale avec Tidjane Thiam au sein du PDCI RDA. Aujourd'hui, il semble être enfin décidé à assumer ses positions, à s'afficher. Quelle lecture faites-vous de la déclaration que nous venons d'entendre ce matin? Vous savez, Jean-Luc Billon n'assume pas bien sa position. On l'a entendu aujourd'hui annoncer sa candidature. Quand je parle d'assumer sa position, le PDCI a eu des rencontres stratégiques très importantes au cours de ces 3 derniers mois. Et nulle part on n'a aperçu Jean-Luc Billon. Quand tu revendiques une certaine popularité, quand tu revendiques une certaine ancrage au sein d'un parti politique et qu'il y a des grands rassemblements pour marquer ton leadership, il faut venir à la confrontation pour t'affirmer, pour montrer qu'effectivement, ce que tu revendiques est réel. On ne reste pas sur les canaux numériques pour toujours revendiquer quelque chose et toujours affirmer, dénoncer et chanter quand il est beau. Mais quand il estime peut-être, comme Valérie Yapo, que Tidjane Thiam, c'est vrai qu'il ne l'a pas dit, comme cela aujourd'hui, mais quand il estime peut-être, comme certains militants, même ils peuvent paraître minoritaires, que Thiam, lorsqu'il se fait élire candidat du parti à la présidentielle, n'est pas
fondés à le faire au point de vue du droit. Bon, vous savez, chaque parti politique a ses réalités. Hein. Et le parti politique se gère de façon interne. Il y a plusieurs structures au sein du parti qui peuvent régler des problèmes. Et c'est ce qui est recommandé, plutôt que de trimballer le parti devant les instances judiciaires. Vous savez, Jean-Luc Billon, qui dénonce tout le temps son parti politique, accompagné de les membres des membres de son organisation, notamment Valérie Yapo, qui a été aperçue aujourd'hui pendant sa conférence de presse. Vous savez que la semaine dernière, l'équipe Europe de Jean-Luc Billon a démissionné dans toute son entièreté. Vous savez. Combien sont-ils? Ils n'arrivent même pas à gérer ce petit groupe-là. Et je répète les mots qu'ils ont employés. Manque de stratégie, absence de moyens et déficit de considération. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer la gestion de Tidjane Thiam, qui passe son temps à critiquer la légitimité et la légalité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI, ne peut même pas gérer un groupuscule de personnes. Tidjane Thiam est venu trouver Jean-Luc Billon sur la scène politique en 2023. Jean-Luc Billon était là depuis plusieurs années. Celui qui a critiqué l'absence de Tidjane Thiam pendant 23 ans. Et le monsieur est revenu le trouver sur la scène politique et a pris de l'avance sur lui. Il faut respecter le jeu démocratique. Il faut respecter la démocratie quand on est au sein d'un parti politique. Quand le peuple revendique la candidature de Tidjane Thiam, quand le peuple revendique Tidjane Thiam, et que un Jean-Luc Billon n'est pas content, c'est légitime, on peut le comprendre. Mais il faut qu'il accepte la volonté du peuple. Tidjane Thiam a été élu à plus de 99%. Si Jean-Luc Billon était vraiment majoritaire, comme il le dit, il serait parti à la confrontation. Il serait parti à la convention. Il serait parti au bureau politique. Justement, Jean-Richard, Jean-Luc Billon, Soro Djabiga estime qu'il n'est pas prêt à affronter Tidjane Thiam dans les urnes au PDCRDA. Toujours est-il qu'il réclame l'organisation d'une nouvelle convention élective. Vous, quelle lecture faites-vous de la posture qu'il affiche à partir d'aujourd'hui, lundi 25 mai, puisqu'il annonce également des tournées dans les jours à venir pour aller à l'écoute des Ivoiriens, à la rencontre des populations? Au-delà des critiques Soro porte, qui pour ma part sont des critiques assez légitimes, parce que nulle part on a entendu M. Billon se prononcer sur les différentes situations, les différentes procédures judiciaires que le PDC a traversées. Nulle part on a entendu aussi soutenir le président Thiam, ce qui, pour ma part, a créé une sorte de désamour avec une partie des militants du PDC RDA. Mais là où je salue son intervention, c'est cette volonté d'afficher et de rappeler la nécessité pour le PDC RDA de participer aux prochaines élections présidentielles. Il est important de le souligner. Est-ce que le PDC va se mettre dans une posture, dans une dynamique où c'est du Thiam ou rien et ne pas participer aux prochaines élections? Mais c'est déjà le cas. Et ne pas participer aux prochaines élections d'octobre 2025. C'est en cela que je dis il faut regarder avec beaucoup de lucidité ce qu'il dit. Au-delà des critiques qu'on peut avoir vis-à-vis de l'homme, au-delà de ses prises de position qui peuvent être par moments critiquées, mais regardons ce qu'il dit. Après le problème, certes, il a envie que le parti soit représenté à la présidentielle, mais Jean-Luc Billon, clairement, Soro Djabiga l'a rappelé, et c'est un fait, quoi qu'on dise, le PDCRDA, dans son écrasante majorité, semble avoir fait un choix, celui de Cheikh Tidjane Thiam. Jean-Luc Billon part aux élections avec quelle base militante pour le soutenir? Cela est indéniable. Avec quelle base militante? Avant de répondre à cette question, regardons les faits. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est-il en mesure de représenter le PDC RDA aux prochaines élections de 2025? Juridiquement, non. C'est un fait. Donc, lorsque M. Billon demande au PDC l'organisation d'une nouvelle convention, il ne faut pas forcément regarder cela d'un mauvais œil. Moi, je pense pour ma part que le PDC est un grand parti. Billon a posé des actes qui, par moment, ont frustré bon nombre de militants du PDC RDA. Mais il faut regarder à l'essentiel de son discours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite pour le PDCI? Est-ce qu'on souhaite que le PDCI, aux prochaines élections de 2025, boycotte ces élections? Mais on ne parle pas des élections parce qu'il faut partir. On parle dans des conditions qu'on apprécie et qu'on... Permettez, allez-y. Non, au-delà de cet aspect, il appelle à l'organisation d'une convention. Rien ne dit que Billon sera vainqueur à cette convention. Rien ne le dit. Vous savez qu'il ne sera pas vainqueur. Soyons sérieux. Oui, c'est pourquoi... Au dernier congrès,
Dans la circonscription de Dabakala, il y a 3 délégations du PDCI. Sur les 3 délégations... Dabakala, qu'il faut le rappeler, le fief de Jean-Luc Le Billon. fief de Jean-Luc Billon, sa base sociologique. Sur ces 3 délégations, il y a 2 qui ont voté pour Tidjane Thiam. La seule délégation qui représente, où il s'est abstenu de voter, c'est là qu'il n'a pas pu voter. Même chez lui, dans son bastion, Tidjane Thiam lui dame le pion. Soyons sérieux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec l'élection du président qu'il faut empêcher l'appareil de fonctionner. Il faut accepter, c'est le jeu. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est président, mais il n'a pas été élu par tous les Ivoiriens et nous gouverne, ça fait 15 ans. Son 3e mandat est contesté, est controversé, mais il nous gouverne, on accepte cela. Donc il faut que Jean-Luc Billon apprenne à respecter le jeu démocratique. On n'est pas en famille, on ne joue pas les enfants gâtés, on n'est pas en famille, je le répète, nous sommes dans une organisation. On va permettre à Jean-Richard de conclure. Okay. Au-delà de cet aspect, Soro refuse de me comprendre. Non, je ne refuse pas. Non, mais allez-y, développez votre votre argumentaire. argumentaire. C'est l'organisation d'une convention. Ce que Jean-Luc Billon demande. Autant pour moi. Ce que Jean-Luc Billon demande, c'est l'organisation d'une convention. Pourquoi faire? Pourquoi se parler là? Moi, j'ai pas envie de le laisser terminer. Vous avez pas envie de le laisser terminer. Tout à l'heure, permettez que une convention, parce que aujourd'hui, le président Thiam est dans l'incapacité d'être le prochain candidat. Mais justement, on va le laisser finir tranquillement. Au regard de cette situation, que faut-il faire? Je pense que c'est une question qui mérite. Est-ce que vous savez, dans la politique de la Côte d'Ivoire, très souvent, 30 secondes. on est porté sur des individus. Le PDC, pour ma part, reste un parti fort. Solide. Et solide, qui a un ancrage depuis bon nombre d'années. C'est le parti du père fondateur de la nation. Monsieur Thiam peut décider d'adouber quelqu'un et de l'accompagner. On l'a vu dans plusieurs pays. Et cela s'est fait. Pourquoi ne pas regarder à ce que Billon dit? C'est vrai qu'il a posé des actes qui sont peut-être contestable, mais n'empêche que ce qu'il dit est quand même pertinent. Très bien. Alors, il y a Aka Maxime, que vous connaissez certainement. Je pensais que vous allez me laisser la parole. Non, vous aurez l'occasion tout à l'heure de conjuguer votre réaction, puisque c'est clair que je mets d'envie de le contredire. Non, j'en viens, parce que ce que dira tout à l'heure Maxime Aka rejoint ce que nous disons sur ce plateau. Okay. Il est membre du bureau politique du PDCI, un habitué d'ailleurs de cette émission, et il a réagi à la candidature, à l'annonce de la candidature de Jean-Luc Billon. Ben, vous allez voir, il n'est pas du tout tendre envers l'homme d'affaires. Pour lui, c'est un non-événement. D'ailleurs, pour le PDCI, a déjà fait son choix. C'est du Thiam ou rien, du plan A au plan Z. On écoute Maxime Aka. Il est libre d'exprimer son point de vue, il est libre d'être candidat, mais ce n'est pas au nom du PDCI-RDA. Sinon, au nom du PDCI-RDA, nous avons, à travers notre convention, désigné le candidat officiel du PDCI-RDA, qui est la personne du parti, la personne de Tidjane Thiam. Donc, nous restons focus. Dans un parti politique, il faut être discipliné. Et sa déclaration ne démontre pas véritablement que c'est quelqu'un de discipliné. Et donc, on prend acte. Et puis bon, on ira ensemble aux élections, comme il dit qu'il est candidat. Le jeu démocratique est ouvert. Le PDCI, c'est un parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et vous avez constaté que depuis le décès du président Bédié, tout ce que nous l'avons fait dans le sens de la démocratie. Les militants, de manière sincère, chacun s'est exprimé sur d'abord la présidence du parti, ensuite sur la candidature du PDCI à affronter les autres candidats. Et mieux, nous demandions même que tous les candidats, tous ceux qui veulent faire office de candidature puissent s'exprimer au niveau du Conseil constitutionnel afin que chacun puisse, et que les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui choisissent. Ce n'est pas un groupe de personnes, même dans un parti politique, quand vous désignez votre candidat, il faut aller convaincre les autres Ivoiriens, les autres partis politiques, les autres citoyens à voter votre candidat. Donc nous sommes dans cette dimension, nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons aucun intérêt à faire ce que le jeu soit fermé. Non, nous ne pouvons pas faire une autre convention. La convention qui a été réalisée, c'est selon nos tests que nous avons désigné de manière délibérée notre candidat, qui est la personne de Cheikh Tidjane Thiam. Et donc, nous restons focus sur notre décision. Et nous sommes convaincus que le président Cheikh Tidjane Thiam sera candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Et nous sommes aussi convaincus que nous allons gagner ces élections avec notre candidat. D'abord, il faut retenir que dans un parti politique comme le PDCI-RDA, le plus vieux parti en Côte d'Ivoire, nous avons fait les choses selon les règles de l'art. Ensuite,
Vous avez constaté avec nous, vous êtes un citoyen de ce pays, vous avez constaté avec nous qu'à toutes ces rencontres, le congrès, la convention, Bion n'a pas daigné venir. Moi, je vais dire, quand vous êtes dans une famille et que vous voulez faire passer votre point de vue, c'est à l'intérieur de la famille que vous cherchez à convaincre les uns et les autres pour que chacun puisse comprendre votre position, avec bien sûr des arguments, puisque nous, au PDCI-RDA, nous ne voulons pas prendre le pouvoir avec les armes. Donc, comprenez que déjà à l'intérieur, il faut le dialogue, il faut les échanges, il faut la communication. Et Bion a fait toujours preuve d'absence absolue lors des congrès, lors des conventions. Et ce n'est pas maintenant que nous allons le choisir pour qu'il soit le candidat du PDCI-RDA. Il a choisi son chemin, c'est la rébellion. Et comme nous, on n'est pas dans la même vision que lui, on le laisse dans sa rébellion. Les Ivoiriens qui voudraient bien le suivre, le suivront dans sa rébellion. Parce que quand vous êtes dans une famille que vous ne respectez pas les règles de base de la famille, c'est de la rébellion. Et donc, nous, on n'est pas fondé à faire de la rébellion. Et donc, nous restons dans notre dimension qui a de faire en sorte que nous avons déjà choisi notre président, nous avons déjà choisi notre candidat. Donc, nous restons focus sur notre démarche et notre vision qui a de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir. Jean-Luc Billon, accusé d'indiscipline, de rébellion, d'absentéisme, Soro Djabiga, vous aviez envie de porter la contradiction à Jean-Richard tout à l'heure. Allez-y, donnez-vous un cœur choix. Merci. Ce sont des faits que Aka vient d'énumérer. Il a parlé d'absentéisme. Jean-Luc Billon est un éternel absent à tous les grands rendez-vous du PDCI depuis ces derniers mois. Il a parlé des rébellions. Effectivement, il s'est rébelle contre son parti politique. Il a caricaturé en disant qu'au sein d'une famille, quand ça ne va pas, on s'assoit en famille pour régler des problèmes. Jean-Luc Billon aujourd'hui se promène sur tous les partis politiques, sur tous les plateaux télé, pour dénigrer son parti, pour dénigrer le président de son parti politique. Il le fait. En quoi est-ce qu'il a dénigré le président Tcham? Est-ce le fait de dire, selon son analyse, que Tidjane Tcham n'est pas éligible au regard de son statut juridique actuel? Je ne parle même pas de ça. Jean-Luc Billon est celui qui a dit sur un plateau télévision que Tidjane Tcham est un candidat hors sol. Quand on le dit, quand on dénigre le candidat de son parti politique, comment on peut interpréter cela? C'est peut-être une simple analyse aussi. Hein, un candidat hors sol, mais quand même. Et puis il a attaqué sur plusieurs faits. Nous sommes témoins de cela. Tidjane Tcham a quand même passé 23 ans hors du pays. Oui, mais il ne revient pas, il ne revient pas quand même. National. Il ne revient pas quand même à un membre du parti, un membre influent du parti, d'aller le dire dehors. Vous voyez que c'est un peu gênant quand même, alors qu'il l'a dit récemment. Quand on lui a demandé est-ce qu'il attaquerait son parti à la justice, il a dit non, je ne vais jamais nuire à mon parti politique. Il l'a dit. Mais je pense qu'il y a eu cette faute-là qui biaise un peu sa position aujourd'hui quand il revendique sa candidature. Il ne peut pas aller au nom du PDCI. Il a traité les collaborateurs de Tidjane Tcham de Repero. En les traitant de Repero, qui sont ceux aujourd'hui qui vont porter sa candidature? Qui sont ceux qui vont aller annoncer? Repero que tout le monde ne comprend pas forcément, et parmi ceux qui nous regardent, qui oui, bon, les Repero, généralement, dans notre jargon, ce sont des personnes qui suivent des personnes très influentes par intérêt. Et voilà, sans objectivité, c'est pas intérêt, c'est tout, voilà. Donc aujourd'hui, il estime que tous ceux qui entourent Tidjane Tcham aujourd'hui, tous les membres de son staff sont des Repero, des gens qui le suivent voilà, c'est pas intérêt. C'est ce qu'il a dit. Donc je disais que, voilà, je voulais revenir à ce que Jean-Richard a dit. Là, vous avez 1 minute pour porter vos coups. Jean-Richard encourage toujours la forfaiture. On ne part pas à des élections parce qu'il faut partir. Aller à des élections, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas un folklore. Jean-Richard encourage cela et le PDCI ne peut pas aller dans ces conditions-là à l'élection présidentielle de 2025 s'il n'a pas confiance en la CEI qui organise les élections. Il y a plusieurs axes de revendications qui pendent au niveau de la Côte d'Ivoire et qui sont décriés tant au niveau du PDCI qu'au PPACI, que par les pro-Soro, qu'au COGEP. La CEI, on demande la réintégration des 4 leaders sur la liste électorale. On demande l'audit du fichier électoral. On demande l'organisation encore d'une nouvelle RLE. Tout ça n'est pas, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Jean-Luc Billon veut partir à ces élections-là, dans ces conditions-là. Mais vous essayez de comprendre ce qu'il vise. Vous avez 20 secondes. Essayez de comprendre ce que Jean-Luc Billon vise. Nous sommes tentés de croire qu'il a un agenda caché. On ne peut pas aller dans ces conditions floues-là à ces élections. Et le PDCI revendique quelque chose qui est réel. Alors, donc, je pense qu'on ne peut pas aller à ces élections-là et le PDCI ne peut pas accepter cette forfaiture-là de dégager Tidjane Tcham pour accepter la candidature de Jean-Luc Billon. C'est aller tête baissée dans une gadoue. Très bien. Alors, Jean-Richard Nguessan, aujourd'hui, Jean-Luc Billon réclame l'organisation d'une nouvelle convention.
certainement parce qu'il estime que celle qui s'est tenue en avril dernier et qui a débouché sur la désignation de Cham à l'unanimité comme candidat du parti à l'élection d'octobre prochain était organisée dans des conditions illégales. Aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable pour le PDCI, c'est vrai que selon Maxime Aka, cette hypothèse n'est pas tenable, mais est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux pour le parti de songer, pourquoi pas, afin de faire taire toutes les critiques d'exclusion autour de la présidence de Cham, d'organiser une élection, une convention à laquelle semble être désormais prêt à participer Jean-Luc Bion maintenant que Tidjane Cham est devenu officiellement et intégralement ivoirien. Vous savez, il est incontestable que le président Cham ait eu une carrière des plus attractives. On sait aujourd'hui que ses détracteurs sont nombreux. On sait aussi que malheureusement, il est considéré comme le meilleur atout du PDCI-RDA. Malheureusement, il ne peut pas être aux prochaines élections. Que fait le parti? Le parti milite, le parti lutte. On va le laisser finir. Moi, je pose tout simplement une... Que faire le parti? Est-ce que le parti décide de continuer tête baissée derrière le candidat Cham jusqu'aux prochaines élections de 2025 et ne pas participer, s'il advenait que les élections se tenaient, ne pas participer à ces joutes électorales? Moi, je me pose tout simplement une question. Quand on sait un autre rendez-vous manqué après 2020? Vous comprenez, quand on sait que le PDC est un parti fort, a une belle histoire politique, a de nombreux cadres, le PDC a contribué à bâtir cette nation. Je pense pour ma part qu'à un moment, il faut qu'au niveau des militants, des cadres du PDC RDA, qu'on se pose aussi les bonnes questions. Moi, je ne dis pas que Bion est le candidat est forcément le candidat qu'il faut. Parce que forcément, il y a un désamour entre les militants et Bion eu égard à sa posture, à certaines décisions, à certaines prises de parole. Mais n'empêche que c'est quelqu'un aussi, quoi qu'on dise, qui a un excellent parcours politique. Donc aujourd'hui, c'est de regarder... Qui n'est pas constant. Au-delà du président Cham, qui peut véritablement représenter le PDCI RDA? On l'a vu, par moment, on prend l'exemple. Lorsqu'on parle, par moment, on nous accuse d'être contre le PDCI RDA ou de faire l'affaire du RHDP. Mais on essaie de lire les faits et de regarder à la situation actuelle. On a vu la même situation se présenter au Sénégal. Aujourd'hui, l'autre est devenu le Premier ministre. Non. L'autre est devenu le Premier ministre. Aujourd'hui, on peut avoir la possibilité, je ne vais pas citer de nom, mais la possibilité d'une candidature qui se dégage, soutenue par le président Cham, avec l'aura qu'il a, avec l'appareil politique du PDCI-RDA, accompagner cet homme-là, et puis éventuellement, il pourrait être, pourquoi pas, le Premier ministre. Alors là, je me tourne tout de suite vers Soro Djabiga, parce que c'est vrai que le temps nous presse, mais la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est la suivante. Est-ce que, éventuellement, si le parti décidait, à l'aune de ces élections et même des revendications de Jean-Luc Bion, d'organiser une convention qui mettrait aux prises les deux candidats, puisque tous les deux sont candidats à la candidature du parti, Cham ayant déjà été désigné, mais bon, donc ils peuvent considérer cette élection-là, cette désignation comme étant illégale. Est-ce qu'il a des chances face à Tidjane Cham que l'ensemble de l'appareil politique présente comme le plan de A à Z, l'unique possibilité, que l'alternative à Cham, c'est Cham, le plan B à Cham, c'est encore Cham. En une minute, Soro Djabiga. Il n'a aucune chance. Là, je le dis, catégorique. Tidjane Cham a été élu à plus de 99% par les membres du bureau politique du PDCI. Et je le dis sur ce plateau, je ne cesse de le répéter, Jean-Luc Bion n'acceptera jamais d'aller à la confrontation avec Tidjane Cham. Même si demain, le parti décidait d'organiser une convention il à laquelle il était convié. Il a demandé une nouvelle convention. Mais je vous le promets sur ce plateau, si le PDCI consent d'organiser une prochaine convention, il va toujours trouver des artifices pour pouvoir contester cette convention. Et on va aller de contestation en contestation, on ne va jamais se retrouver. Mais il faudrait qu'il soit sûr que le PDCI ne va pas également céder à ses désidératas. Le parti respecte le jeu démocratique. Si les militants de base, si les membres du bureau politique disent que c'est Tidjane Cham qu'ils veulent, il faut respecter cela. Vous savez, les textes sont faits pour être amendés. Mais respecter le choix des militants pendant que celui que les militants décident d'adouber
est malheureusement inéligible. Et si le parti va dans ces conditions, il nous reste qu'à peine quelques 4 mois avant l'élection d'octobre prochain, est-ce que le PDC, de façon évidente, ne fonce pas droit dans le mur avec un risque très élevé de boycott? Jean-Richard a parlé d'un plan B. Et même si le parti devait envisager un plan B, c'est pas Jean-Luc Bion, il a déjà biaisé la base en attaquant les collaborateurs de Tidjane Thiam, qui constituent aujourd'hui le socle, qui constitue aujourd'hui l'avenir du parti. Aujourd'hui, c'est la génération intermédiaire entre les anciens. C'est la génération intermédiaire entre les anciens et les futures générations qui viennent. Aujourd'hui, ces personnes-là sont braquées contre Jean-Luc Bion parce qu'elles se sentent offensées, elles se sentent insultées. Donc, je ne vois pas sur quelle base il serait éventuellement choisi pour prendre la place de Tidjane Thiam. Alors, Jean-Richard Nguessan Bion, qui semble aujourd'hui hors sol dans son propre parti politique, pour reprendre sa propre expression, et Soro Djabiga, qui est convaincu, comme on vient de l'entendre, qu'il n'a aucune chance de candidater face à Tidjane Thiam en cas de nouvelle convention. C'est clair que même si le parti décidait de lui concéder cela, Thiam se représenterait. Ça paraît plus qu'évident. Ah, oui. Alors là, si Thiam se représente, est-ce que Bion, se sentant éventuellement peut-être mis en minorité ou enfin dans quelque schéma que ce soit, pourrait se dire, mais moi, je pars quand même, mais en indépendant. Parce que là, il semble tout à fait résolu à se présenter quoi qu'il advienne, coûte que coûte. Vous savez, j'aime à dire ici que, loin de moi de soutenir le candidat Bion, mais c'est un enfant des élections. Et depuis le début des années 2000, il a démontré en étant maire, notamment en 2001 de Dabakala, et on sait après qu'il a été député, président du conseil régional. Et c'est une personnalité qui, déjà en 2020, en dépit de la présence du président Henri Konan Bédié, avait déjà affiché sa volonté d'être le candidat du PDC RDA. Donc cette volonté d'afficher du candidat Bion ne date pas de maintenant. Donc il ne faudrait pas faire croire aussi à un certain nombre de militants que c'est aujourd'hui que Bion est dans cette posture. Non, ça se souvient en tout cas. Depuis bien longtemps, il est dans cette posture. Et il a une volonté manifeste d'aller aux élections présidentielles. Mais ce n'est pas parce qu'on veut aller aux élections qu'on doit être élu. Permettez qu'il finisse. On a très peu de temps, malheureusement. Il a cette volonté-là d'aller aux élections présidentielles. Donc, pour ma part, Thiam, aujourd'hui, est le leader incontesté au niveau du PDC RDA. Pour taire à jamais ou pour faire taire les divergences, ils organisent une convention et éventuellement, on verra ce que pèse le candidat Bion, tout simplement. Bon, ben, éventuellement, cette fois-ci, ben, mais s'il a puisque lui-même, il veut y aller. Soro Djabiga, ben, doute qu'il veuille. Oui. Non, mais non, on a vraiment très peu de temps, malheureusement, mais vous doutez qu'il accepte de candidater face à Thiam, de l'affronter. Mais après, il ne le fera pas. Parce qu'à travers cela, on parviendra à peser son véritable poids politique. Jean-Richard, il faut bel et bien aujourd'hui, il a affiché lui-même qu'il veut aller aux élections. Je vous dis qu'il va trouver des artifices pour pouvoir contester encore la convention. En attendant, peut-être que le bureau politique va accepter d'ouvrir le jeu, comme il le réclame, pour qu'il puisse à nouveau avoir la chance de poser sa candidature. Jean-Richard Nguessan, vous savez, hein, c'est vous qui concluez toujours cette émission avec la titrologie. Qu'est-ce que la presse nationale nous développe aujourd'hui comme actualité? Quels sont les grands titres? Vous savez, l'actualité de ce lundi 26 mai reste marquée par la politique, notamment la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Et à cet effet, le Canard déchaîné écrit à sa une, course à la présidentielle 2025. Nadi Bamba dénonce une exclusion déguisée du président Laurent Gbagbo. Et dans la même dynamique, le quotidien d'Abidjan affiche présidentielle 2025. Nadi Bamba affiche restons sereins. Qu'ils veulent ou pas, Gbagbo sera candidat. Nous ne devons rien céder à l'adversaire. Et parlant toujours de la présidentielle 2025, le bélier intrépide écrit l'opposition maintient la pression. Pourquoi une révision de la liste électorale s'impose? Et puis, toujours à 5 mois de l'élection présidentielle 2025, le RHDP prépare la razzia dans les unes. On parle notamment du Lot-du-Bois, du Moronou, du Hambol, du Go, tout sur l'ambiance. Toutes les régions clés de la Côte d'Ivoire. Effectivement, l'opposition pleurniche et veut jeter l'éponge, affiche la clarté. Puis l'avenir parle également du pré-congrès
éclaté du RHDP, Cavali, Denguele, Boclé, Indéni, Djouablin, Lodibois. Les militants réclament la candidature d'Ado. Le RHDP maîtrise totale du terrain. Et puis le jour plus parle également du pré-congrès du RHDP du week-end. Les militants de base plébiscitent Ouattara comme candidat à la présidentielle. Et puis terminons cette revue de presse par le quotidien gouvernemental Fraternité Matin qui revient sur les propos de Nialé Kaba, propos qu'elle a tenus notamment à l'Assemblée annuelle de la BAD. Elle dit, et je cite... La ministre du Plan et du Développement. Effectivement, la Côte d'Ivoire mise sur l'innovation, le climat des affaires propices et les jeunes. Et le journal revient également sur le Sahara 2025 et invite les populations à y participer. Soro Djabiga, un commentaire rapide en 1 minute sur ce tour d'horizon de la revue de presse nationale de ce lundi 25 mai. D'abord, j'aimerais donner mon carton vert à la ministre Kaba Nialé pour cette grande organisation que nous avons vue aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire, qui consacre l'Assemblée annuelle de la BAD, qui verrait également l'élection du nouveau président de l'institution. Voilà. J'aimerais consacrer mon carton vert. C'est une très grande organisation qui est bien gérée et vraiment, nous avons été vraiment épatés. Vous figurez-vous que ce matin, en 30 secondes, des confrères journalistes arrivaient à se faire établir des badges avec des stickers et des codes QR pour pouvoir adhérer à la salle. Oui, ouais. Et j'aimerais, pour ma part, vraiment lui adresser mes vives félicitations pour ce beau travail qui est fait. Et j'aimerais m'arrêter là parce que nous avons longtemps polémiqué sur l'actualité politique. Il faut aussi attaquer le point de développement de la Côte d'Ivoire. Vous gardez vos flèches pour demain. Voilà, bien entendu. Ok, très bien. Mais merci à vous qui nous avez également suivis dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club. On se dit au revoir et à demain pour le décryptage d'autres sujets de l'actualité nationale et internationale.